Aujourd'hui, le GIEC publie son nouveau rapport, le RE6, où la mise à jour la plus importante sur toutes les connaissances en climatologie dans le monde entier depuis la publication du RE5 en 2014. Toute la presse va s'en saisir, et vous allez, je l'espère, beaucoup en entendre parler. Alors avec Solal, on a voulu faire cette vidéo pour vous donner toutes les clés pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, même si vous n'avez pas fait maths sup. Et surtout, pour dégommer les fake news que vous allez sûrement entendre autour de vous. Parce que le savoir, c'est le pouvoir. Le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a été mis en place en 1988 à la demande du G7, les 7 pays les plus riches, par l'Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, quasiment tous les pays du monde sont adhérents au GIEC. On peut lire sur leur site officiel que le GIEC a pour mandat d'évaluer sans parti pris et de manière méthodique et objective l'information scientifique, technique et socio-économique disponible en rapport avec la question du changement du climat. Et donc c'est pas un laboratoire de recherche et c'est pas non plus un groupe de scientifiques qui créerait du nouveau savoir. Non. En fait, c'est un organisme qui effectue une synthèse et une évaluation des travaux de recherche menés dans les laboratoires du monde entier. En gros, le GIEC effectue une sorte d'énorme revue de presse sur la question de l'influence de l'homme sur le climat. Ils font un gros travail de fact-checking en croisant beaucoup de sources de plein d'études différentes de ces dernières années. Eh ben chacun sa passion, hein. Moi je vais garder la mienne, perso. Quand on parle du rapport du GIEC, en fait jusqu'à aujourd'hui on parlait du RE5, paru en 2014, qui était donc le 5e rapport depuis 1990. Entre-temps, ils ont sorti 3 rapports spéciaux beaucoup plus succincts, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas eu de nouveau rapport du GIEC. Et c'est aujourd'hui, presque 8 ans après, que la première partie du RE6 est publiée. Putain, mais ça va, tranquille le GIEC quoi. 6 ans pour faire un rapport? Pourquoi ils font pas ça tous les ans? Tout simplement parce qu'il s'agit d'un travail titanesque. Mais c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui est un jour particulier dans l'histoire de la connaissance du dérèglement climatique. Pour que vous compreniez que leurs conclusions sont très sérieuses, on va d'abord vous expliquer comment est-ce qu'ils travaillent. Ouais. Oh putain, je me suis perdu. Le GIEC est subdivisé en 3 groupes de travail. Le groupe de travail 1 évalue les aspects scientifiques du système climatique et les variations climatiques passées ou à venir. Et c'est ce groupe-là qui publie son rapport aujourd'hui. Le groupe de travail 2 s'occupe des questions de la vulnérabilité des systèmes socio-économiques, donc de nos sociétés, et des systèmes naturels face au dérèglement climatique. En gros, les conséquences négatives et positives de ces changements et les capacités qu'on a, nous, humains, de s'y adapter. Cette deuxième partie du rapport sortira d'ici quelques mois. Et enfin, le groupe de travail 3 qui évalue toutes les possibilités pour limiter les émissions de gaz à effet de serre ou atténuer de toute autre manière les changements climatiques. Pour chaque groupe, des centaines d'auteurs sont sélectionnés de partout dans le monde pour leur capacité et leur renommée scientifique. Ah mais tu m'étonnes que j'ai pas eu de réponse, moi. Moi je teste tout, hein. Je suis un petit fou, moi. Après avoir examiné et synthétisé la littérature scientifique existante sur le sujet, ils écrivent donc une première version du rapport. Cette V1 est ensuite examinée par des experts du sujet, qui ont donc un regard plus neuf. Ils font leur observation et renvoient aux auteurs. Les auteurs font une version 2, qui est renvoyée aux experts, avant de revenir une dernière fois aux auteurs pour une version définitive. En gros, il y a une navette, quoi. Ce travail correspond à 8 mois de temps plein répartis sur 3 ans, bénévolement. De cette version, qui est quand même un pavé de 800 pages, naît un résumé pour décideurs. Il est envoyé en séance plénière, où les États membres de l'ONU, qui avaient mandaté ces experts, le votent mot par mot, ligne par ligne. Donc avant d'être déclarés et publiés documents du GIEC, les rapports d'évaluation sont explicitement approuvés en assemblée plénière du GIEC à l'unanimité par les pays représentés dans l'assemblée du GIEC. Bref, comme vous pouvez le voir, c'est du solide. Attention, une fake news qu'on entend souvent, c'est bien un organe scientifique et non pas politique. Il n'y a aucune décision qui est prise. Ne pas confondre avec les COP qui sont des rassemblements de dirigeants des pays du monde où des décisions sont prises pour décider d'actions que tous les États membres pourraient mettre en place pour limiter le réchauffement. Ça c'est l'idée, parce que vous savez très bien que dans les faits, jusqu'à aujourd'hui, ces décisions ne sont absolument pas respectées. On y reviendra. A l'inverse, le GIEC ne sert qu'à mettre à disposition des décideurs et du reste du monde, de nous en fait, des consensus scientifiques solides et fact-checkés pendant 8 ans par les meilleurs experts des connaissances actuelles sur le climat. Juste ça. Des fois, on se sent petit. En gros, ils nous remettent le rapport, ils nous remettent les faits, et après c'est à nous de décider ce qu'on en fait. Si collectivement ou par l'inaction de nos décideurs, on décide de clamser, bah c'est notre problème. Bon, Camille, on peut parler du rapport là, parce que moi j'ai pas trop le temps en fait. Oui, pardon, non, désolé. Mais bon, voici donc les concepts scientifiques qui vous sont absolument indispensables pour comprendre les conclusions qui vont sortir aujourd'hui. Le RE5 avait conclu que l'influence exercée par l'homme sur les systèmes climatiques était
clair. Depuis, les travaux sur ce qu'on appelle l'attribution, branche de la climatologie qui étudie et quantifie les mécanismes par lesquels les activités humaines conduisent au changement climatique. Se sont largement étendus. Aujourd'hui, les scientifiques sont plus certains que jamais que l'homme est responsable du dérèglement climatique. La nouvelle documentation disponible sur l'attribution indique que les sécheresses, les vagues de chaleur, les cyclones sont directement liés aux activités humaines. Bref, il n'y a plus aucune justification scientifique sérieuse qui pourrait dire que ce n'est pas la faute de l'humain et qu'il s'agit de variations naturelles. Le climat a toujours changé, certes, mais jamais aussi vite et sur des périodes aussi courtes. Ce qu'il se passe est donc anormal, va avoir et a déjà des conséquences sans précédent. Ce qu'on vit aujourd'hui, et notamment cet été, est directement lié au dérèglement climatique, et donc, si vous suivez, à l'action humaine. Nous avons créé ces catastrophes. Aussi, de nouvelles recherches montrent que certains événements extrêmes auraient été impossibles sans le réchauffement climatique. C'est notamment le cas des vagues de chaleur de 2020 en Sibérie et de la canicule de 2016 en Asie. Dans son rapport spécial de 2018, le GIEC prédisait que la fameuse limite des 1,5 degrés serait dépassée entre 2030 et 2052 si nous ne changions pas de trajectoire. Depuis, des recherches et des méthodes plus précises suggèrent que le budget carbone, un moyen simplifié mais imparfait d'évaluer la quantité maximale de CO2 que l'on peut encore se permettre d'émettre avant d'atteindre la limite des 1,5 degrés, est un peu plus serré que ne l'estimait le GIEC. Bon, ok, là il va falloir s'accrocher un tout petit peu. En gros, on n'a plus que 440 gigatonnes de CO2 à émettre à compter de 2020 si on veut avoir 50% de chance de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2019, les émissions mondiales dépassaient déjà les 40 gigatonnes. Et donc... Si on enregistre des émissions annuelles similaires dans la prochaine décennie, si on continue le business as usual, le budget carbone sera épuisé dans les années 2030. On est donc réellement la génération qui va décider de limiter ou non le réchauffement à 1,5 degré. Non mais tranquille, ça va, enfin, c'est pas... faut juste qu'on se bouge quoi. L'envie de mourir... Bon ça c'est bien parti pour le coup. Ouais. Au fait d'ailleurs, on parle tout le temps des 1,5 degrés, mais si vous êtes un peu perdu et que vous comprenez pas vraiment ce que ça veut dire et pourquoi il faut pas les dépasser, bah dites-le moi en commentaire. Et je demanderai à Solal qu'on fasse une vidéo spéciale, il est ravi. C'est mort. Allez. Il devient aussi de plus en plus clair que des changements climatiques brusques et parfois irréversibles ont plus de chances d'arriver au fur et à mesure qu'on se rapproche de la limite des 1,5 degrés. C'est ce qu'on appelle les fameux points de bascule. Ces points de bascule ou tipping point en anglais sont extrêmement importants à saisir pour comprendre pourquoi la limite des 2 degrés n'est pas la prochaine étape après les 1,5 degrés. Pour bien comprendre les points de bascule, on va imaginer quelque chose de très simple. Imaginons un enfant tout en haut d'un toboggan. Il avance petit à petit avec ses mains, et quand il le veut, s'il a peur par exemple, il peut revenir en arrière. Mais à force d'avancer, il va passer un point au-delà duquel la gravité sera trop forte. Il sera donc inexorablement attiré vers le sol. Et ben, c'est ce point-là, ce point de rupture qu'on appelle un point de bascule. Ah d'accord, ah oui, point de bascule, ça y est, j'ai... non mais, ça tourne. Aïe, doucement. Ces points de bascule, ou aussi appelés tipping point en anglais, sont extrêmement importants à saisir pour comprendre pourquoi 2 degrés n'est pas la suite logique après la limite des 1,5 degrés. En fait, on s'est rendu compte qu'entre 1,5 et 2 degrés, il y avait 1,6, 1,7, 1,8, enfin... Putain, on est bon quoi. Chaque dixième de degré ne fait pas que réchauffer le climat. Il nous rapproche aussi de ces points de bascule, de ces cercles vicieux que l'on risque de déclencher si le climat se réchauffe trop. Ok, prenons un exemple simple. On détruit des forêts, qui à la base stockent du CO2 par la photosynthèse. Donc il y a plus de CO2 dans l'atmosphère. Le climat se réchauffe, les sécheresses et les incendies sont plus nombreux, les forêts qui autrefois stockaient du CO2 se mettent à en émettre lorsqu'elles brûlent. C'est un cercle vicieux, le climat se réchauffe. Depuis cette année, la forêt amazonienne émet plus de CO2 qu'elle n'en absorbe. Les chercheurs ont également montré que si un point de basculement est passé, d'autres points de basculement ont alors plus de chances d'être franchis à leur tour. Nickel! Comme la fonte des calottes glaciaires, le dégel du permafrost ou la disparition des récifs coralliens, cumulant ainsi les risques. Encore une fois, on a quelques dixièmes de degrés de ne plus pouvoir maîtriser grand-chose. Cette décennie compte plus que jamais.
les résultats préliminaires des modèles climatiques du RE6 ont déjà fait parler les médias, parce qu'ils suggèrent que la hausse des niveaux de CO2 entraînerait un réchauffement plus intense que ce que l'on croyait jusque-là. Ou en jargon scientifique, que la Terre a une sensibilité climatique plus élevée que prévu. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est un petit peu complexe et j'ai peur de perdre du monde en chemin, ce serait dommage. Mais je vous mets en lien, en commentaire, une étude qui est très cool et qui explique ça très bien. On parle beaucoup du CO2, mais il existe d'autres gaz à effet de serre dont l'effet a été moins médiatisé, moins étudié, mais dont l'impact est tout aussi, voire plus alarmant. Depuis l'ère industrielle, le CO2 est le principal responsable du réchauffement climatique. Mais il existe aussi le protoxyde d'azote ou le méthane, qui ont fait l'objet de nombreuses études ces dernières années. La concentration du méthane, qui connaît une hausse très rapide depuis les 10 dernières années, dépasse déjà les limites sûres du RE5. Et certains scientifiques alarment sur le fait que le pouvoir réchauffant du méthane serait plus important que ce que l'on imaginait dans le RE5. Même s'il y a 230 fois plus de CO2 que de méthane dans l'atmosphère, le méthane est à lui seul responsable d'un quart du réchauffement. Parce que même si le méthane ne reste dans l'atmosphère que 12 ans, son potentiel réchauffant est supérieur à celui du CO2 de 30 fois sur une période d'un siècle et de 90 fois sur une période de 20 ans. Pour info, les principaux émetteurs de méthane dus à l'activité humaine sont l'agriculture, l'élevage notamment, et les déchets. Mais en observant les empreintes atmosphériques du méthane, certains chercheurs ont conclu que le rôle du gaz de schiste nord-américain avait été sensiblement sous-estimé. Les scientifiques se sont aussi intéressés au rejet soudain de méthane que pourrait entraîner la fonte du pergélisol arctique. Si, vous savez, c'est une fine couche de glace qui recouvre une partie du globe et qui fond super vite ces dernières années. Le RE6, c'est aussi la première fois que le rapport du GIEC consacre un chapitre entier à un sujet qui me passionne de plus en plus, qui s'appelle les forceurs climatiques à courte durée de vie. C'est très concrètement le black carbone, le carbone noir qu'on va retrouver sur la surface de nos glaciers qui vont accélérer les vitesses de fonte, ou par exemple les aérosols qu'on retrouve dans les traînées des avions. Contrairement au CO2, la concentration de ces gaz peut avoir un impact direct sur la température. Parce qu'ils ont une courte durée de vie. En fait, il ne reste que de quelques heures à quelques mois dans l'atmosphère. Et donc, puisque dans la majorité des cas, leur réduction pourrait améliorer la qualité de l'air et donc sauver des vies, il serait peut-être temps de faire des lois les concernant, quoi. Non? Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, je suis chaud en tout cas. Alors on entend beaucoup parler de ce fameux objectif de neutralité carbone qui a été fixé en Europe en 2050 et aussi dans des pays comme le Japon. L'idée est simple, c'est d'émettre autant de CO2 qu'on est capable d'en absorber, grâce aux océans ou aux forêts qui font ça naturellement, ou avec des technologies plus ou moins loufoques. Mais bon, notre approche en termes de CDR est assez naïve, il y a toujours des effets secondaires ou des énormes inconvénients, c'est soit des superficies énormes, soit c'est hyper énergivore. Donc pour l'instant, c'est un peu bof quoi. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'instant, les scientifiques continuent de souligner que la meilleure manière d'atténuer ou de limiter les effets les plus dévastateurs du réchauffement climatique, eh bien ça reste une réduction importante et rapide des émissions. Et ce, dans la décennie déjà entamée. Et surtout d'atteindre le plus rapidement possible la neutralité carbone. La majorité des scientifiques s'accordent à dire que la neutralité carbone mettra fin au réchauffement climatique. Mais il faut comprendre que le climat continuera à se réchauffer pendant quelques années. Et ça, c'est dû au fait que les gaz à effet de serre ont une certaine durée de vie dans l'atmosphère et donc une inertie. De nouvelles recherches montrent que si nous réduisons rapidement nos émissions, nous limitons les risques d'un réchauffement encore sans précédent, auquel les écosystèmes et les sociétés ne pourraient pas s'adapter. Les réductions d'émissions à court terme seraient source d'avantages considérables pour nos générations, et pas seulement pour les générations futures. Nous pouvons améliorer nos conditions de vie. Concrètement, les chances de limiter le réchauffement à 1,5 degré sont faibles, mais techniquement possibles si et seulement si des actions drastiques sont prises. Il faut bien garder en tête qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Pourtant, vous vous souvenez, dans les fameux accords de Paris en 2015, les pays s'étaient accordés à limiter le réchauffement climatique bien en dessous des 2 degrés, voire même de viser les 1,5 degrés par rapport à l'âge pré-industriel. Depuis, la majorité des pays, dont la France, ne respectent même pas leurs propres engagements. Les émissions ne diminuent même pas, voire même continuent de monter. Ce rapport va donc rappeler à nos décideurs l'évidence. En détruisant des écosystèmes capables de stocker le carbone dans les sols, comme les forêts, ou en perturbant les océans, on a appuyé sur un bouton qui accélère le réchauffement. L'activité humaine, en sortant les énergies fossiles du sol pour en faire de l'énergie, met directement en péril la survie des populations actuelles. En fait, c'est plus une question de génération. Les deadlines avant d'atteindre les points de basculement où la fin du budget carbone se rapproche beaucoup plus vite que nous le pensions, et on vit déjà maintenant chez nous les conséquences du dérèglement climatique. Ce dernier rapport nous le rappelle. L'urgence est d'autant plus vive, et les actions doivent être d'autant plus immédiates.
Ce rapport est maintenant le nôtre. Et comme disait Saint-Exupéry, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Bon, si vous êtes encore là, merci et bravo, franchement. Je sais que cette vidéo est à la fois trop longue et en même temps, c'est un sujet qui va être traité souvent de manière courte, efficace, dans les médias plus mainstream pour des raisons d'algorithme, d'efficacité, de rendement. Et du coup, ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir avoir un espace où ensemble on prenait le temps et que vous puissiez y revenir de temps en temps. Et elle est à la fois aussi trop courte, c'est-à-dire que je me suis vraiment perdue dans plein d'articles et dans plein de concepts et c'était hyper frustrant pour moi de devoir couper au montage et puis dans l'écriture. Donc je compte sur vous pour aller chercher par vous-même. C'est vraiment ce que je voulais faire, c'était ne laisser personne derrière et vous donner l'envie d'apprendre, la curiosité intellectuelle, d'approfondir ces sujets. Donc je compte sur l'intelligence collective et je vous mets en lien aussi toutes les études que j'ai utilisées. On sait avec Camille que ça peut être angoissant d'apprendre tout ça. Mais souvenez-vous que l'espoir vient de l'action. Et que cette destruction massive du vivant est une option. Alors pour la contrer, vous pouvez rejoindre des groupes locaux, Des ONG, rejoindre des marches ou toutes les autres formes de lutte pour contrer l'inaction de nos décideurs. voter pour les décideurs dont c'est l'absolue priorité, Vous présentez, changez vos manières de consommer en adoptant par exemple une alimentation majoritairement végétarienne, en arrêtant l'avion. créer des projets qui régénèrent nos écosystèmes. Bref, maintenant que vous savez, c'est entre nos mains. Et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo autour de vous un peu comme un outil. L'idée c'était de vous donner des clés et des arguments face à celles et ceux qui vont peut-être au dîner de famille ou sur les plateaux de télé ne pas trop faire preuve d'esprit critique parce que les conclusions du GIEC, ça les arrange pas vraiment. C'est entre nos mains, c'est notre responsabilité. Le savoir, c'est le pouvoir. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood.